Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à parler du thème des terres rares dans les technologies numériques et donc de leur impact environnemental. Alors j'ai conscience que Fabrice Flippo, juste après moi, va évoquer ce sujet, donc je vais essayer de pas trop aller sur ces plates-bandes, mais en une dizaine de minutes, je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que ces sujets des matériaux qui composent notamment les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes est important, pourquoi est-ce qu'ils représentent des implications écologiques, mais également économiques et géopolitiques. Et à chaque fois que nous utilisons ces technologies au quotidien, ces interfaces, eh bien, nous sommes des acteurs de ces enjeux qui souvent nous dépassent. D'abord, il faut savoir qu'un téléphone portable aujourd'hui ne sert pas qu'à téléphoner. Il sert à toutes sortes de choses. Il sert à commander une pizza, il sert à rencontrer l'âme sœur, il sert à réaliser des vidéos, des photos, se géolocaliser. Et ces téléphones d'aujourd'hui, ces smartphones, ces téléphones intelligents, du coup, sont devenus toujours plus complexes et puissants. Il fut un temps dans les années 60 où les bons vieux téléphones à cadran circulaire contenaient une dizaine de matières premières. Et puis le GSM des années 90, celui qui faisait la taille d'une brique, était plus complexe, contenait environ 29 éléments, une trentaine. Et aujourd'hui, nos smartphones contiennent 50, 60 matières premières, toutes sortes de matières premières, et quelquefois des matières premières dites rares. Je vais revenir sur ce terme de rare, mais en tout cas des métaux qui sont contenus dans des proportions absolument infinitésimales dans nos téléphones, et pourtant ça les rend extrêmement puissants, miniatures, performants. Par exemple, je pense à deux métaux. D'abord à l'indium. L'indium est un métal qui, sous forme de poudre d'oxyde, recouvre la surface des écrans. Et grâce à cet indium, eh bien, nos écrans sont tactiles. Et donc, aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans indium. Il fut un temps où nous vivions sans indium. C'était avant le premier iPhone de la marque Apple, et c'était le Jurassique. Et aujourd'hui, personne ne s'imagine revenir à un écran, à un téléphone où il faut taper sur des touches pour envoyer un message. Donc, cet indium dont nous ignorons l'existence le plus souvent, en réalité, il a complètement changé nos vies et il est contenu en des proportions infinitésimales sur l'écran de nos téléphones. Un autre métal qui est important dans le téléphone, c'est les terres rares, et puis, enfin, le néodyme, qui est une terre rare, puisque les terres rares, c'est une famille de 15 métaux à laquelle appartient le néodyme, et ce néodyme est contenu dans l'aimant de votre téléphone. Et grâce à ce néodyme, mélangé à du fer-bore dans un alliage, eh bien, ce néodyme vibre lorsque votre téléphone est en mode vibreur. Donc, ça fait partie de ces exemples, et on pourrait les multiplier par le nombre de métaux qui se trouvent dans un téléphone portable, et qui nous dit que, eh bien, un téléphone portable est devenu toujours plus complexe, permet de profiter de fonctions toujours plus diverses, et en même temps, il doit être toujours plus petit, en tout cas léger, discret, miniaturisé, et pour eh bien, être capable à la fois de faire des téléphones qui soient plus puissants, plus performants, et à la fois dans un volume qui soit le plus réduit possible, eh bien, il faut ces métaux, souvent dits rares. Pourquoi rares? Parce qu'en fait, un métal rare, c'est un métal qui n'est non pas vraiment rare au sens où on n'en manque pas, il y en a beaucoup sur Terre, il s'en trouve jusqu'au fond des océans, mais pour autant, ils sont plus rares que les métaux abondants. Et ils sont rares, plus rares, c'est-à-dire 1000, 2000, 3000 fois plus rares que les métaux dits abondants comme le cuivre, le fer, l'aluminium, le zinc. Ils sont dilués dans l'écorce terrestre, et donc pour en extraire 1 kilo, eh bien, il va falloir 1000, 2000, 3000 fois plus de roches qu'il va falloir raffiner pour arriver au raffinage, un résultat, un volume d'1 kilo de ce métal raffiné, comparativement à un métal abondant comme le fer, par exemple. Ces métaux sont également appelés critiques parce qu'il y a des risques de criticité. Qu'est-ce que la criticité au sens de la Commission européenne? Ce sont des métaux qui, compte tenu de cette rareté relative que je viens d'expliquer, sont des métaux qui, par ailleurs, dont la production est concentrée dans certaines zones bien précises du monde. Et parce que certains pays tiennent la production de ces matières premières, ou la majorité de la production, et la défaillance de ce pays à exporter ces métaux nous expose, nous, pays clients, notamment pays européens, à un risque de ne pas pouvoir profiter de ces matières premières, de ne pas pouvoir les acheter, de pénurie, et donc c'est ce qu'on appelle la criticité. Et donc la Commission européenne met à jour depuis 2011, tous les 3 ans, une liste de ces matières premières critiques,
Et on trouve dans ces matières premières critiques, on trouve en 2011 14 matières premières critiques, et puis en 2020, nous sommes à 30 matières premières critiques. Or, ces matières premières critiques, telles que le lithium, le cobalt, l'indium, les terres rares que j'ai mentionnées, et le néodyme, qui est une terre rare, eh bien, sont littéralement des métaux dits critiques. Et donc, il faut bien comprendre que nos téléphones portables sont faits de ces matières premières qui sont sujettes à des risques de pénurie. Ces matières premières sont sujettes à des risques de pénurie. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, elles sont concentrées dans certaines parties du monde. La République démocratique du Congo, la RDC, produit 59% du cobalt. Or, vous avez toutes et tous du cobalt sur vous, environ 6 grammes dans la batterie de votre téléphone. Le lithium est critique parce que ce sont des produits tels que l'Australie, mais aussi la Bolivie ou le Chili qui produisent le lithium, et cette production est relativement concentrée entre ces pays. En tout cas, elle est bien plus concentrée que la production mondiale de pétrole, par exemple. Et puis, les terres rares sont également critiques, ce fameux néodyme dont je vous ai parlé, et il est concentré pour 70 à 80% de sa production, ces néodymes, en Chine. Comment se fait-il que certains pays comme ça et soient les leaders incontestés de la production de ces matières premières? Est-ce que c'est parce que toutes les ressources se trouvent spécialement dans ces pays? Pas du tout. En fait, c'est parce que nous avons organisé la production ces dernières décennies de sorte que des pays vont se retrouver producteurs et selon une logique de spécialisation minière un peu chère à, on pourrait dire, à Ricardo, eh bien en fait ces pays se retrouvent à concentrer certes une partie de ces ressources, mais surtout à accepter de produire ces matières premières, ces métaux rares et critiques pour le reste du monde. Et donc, par exemple, l'exemple de la Chine est éloquent. La Chine a 40% des réserves de terres rares, ce qui est absolument colossal, mais elle ne produit pas 40% des terres rares de la planète. Elle en produit 80, 85, 90%. Et le delta s'explique par le fait que d'autres pays pourraient extraire ces terres rares à leur place, mais ne veulent pas le faire. Ils préfèrent laisser la Chine faire le travail, de même que nous laissons le Congo-Kinshasa extraire bien une grande partie de cobalt pour les besoins de la planète et nous laissons le Chili extraire une bonne partie du lithium pour le reste de la planète. Comment ça se fait qu'il y ait ce décalage? Eh bien, c'est parce que et c'est là que je viens à la question environnementale, c'est parce que l'extraction de ces ressources est très polluante. Extraire ces matières premières, c'est polluant. Extraire les terres rares dans le nord-ouest de la Chine, dans la région de Mongolie intérieure, enfin dans la province autonome de Mongolie intérieure, et plus précisément dans la ville de Baotou, je me suis rendu à plusieurs reprises ces 10 dernières années, objectivement, c'est un cauchemar environnemental. Vous avez des zones, des zones industrielles où on raffine les terres rares, où l'on voit, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, d'immenses usines, notamment du géant industriel Baogang, une entreprise chinoise. Ces usines servent à raffiner les terres rares. Les terres rares sont raffinées avec des produits chimiques. Elles nécessitent de l'eau également dans le processus de raffinage. Cette eau qui a servi au raffinage eh bien, est rejetée directement dans un lac de rejets toxiques qu'on appelle le Huequang Dam, sans être traitée. Et donc, nous avons des pollutions. On parle autour de ce lac de rejets toxiques de cancer, de maladies des os de verre. Le vice-président chinois de la Société chinoise des terres rares, Cheng Zhongeng, face à ma caméra, a pu parler de radioactivité, parce que les terres rares sont naturellement mélangées à du thorium et à de l'uranium dans la roche. Et donc, la séparation dégage de la radioactivité. Donc, il est question de radioactivité dans la bouche des officiels et d'entreprises qui, dit Cheng Zhongeng, sont des entreprises irresponsables, ces entreprises qui extraient et raffinent les terres rares et qui ne respectent pas les réglementations chinoises et qui, quand Pékin a deux tournées, eh bien, font un peu ce qu'elles veulent. Et donc, il y a d'immenses pollutions qui sont générées autour de l'extraction de ces terres rares, mais on pourrait multiplier les exemples autour, par exemple, du graphite, un minerai également indispensable pour les batteries de téléphones mobiles. Ce graphite se trouve précisément, l'extraction se trouve notamment dans une région au nord de la Chine, la région de Lianyunjiang, où je me suis rendu également ces dernières années. Et là également, les conditions d'extraction et de raffinage du graphite, surtout le raffinage, sont pour le moins antédiluviennes. On a l'impression d'être dans les années 50 quand on va là-bas. Donc il y a un décalage qu'il faut souligner entre, d'un côté, les technologies dites numériques, virtuelles quelque part, qui dégagent cette impression de dématérialisation, et le fait qu'il faut de la matière pour pouvoir les produire, et qu'en plus cette matière est sale. Donc cette idée que le monde sera plus propre grâce aux technologies numériques, puisque nous pourrons continuer à consommer sans avoir d'impact sur l'environnement, puisque nos gestes sont devenus virtuels, cette idée est fausse. En réalité, ces technologies, elles nécessitent de la matière, et en plus, les extraire, ces matières premières, ce sont des processus
polluants. Et puis, je crois également qu'il faut insister, et je terminerai là-dessus, sur le recyclage difficile de ces ressources aujourd'hui, ressources qui interviennent sous la forme d'alliage, c'est-à-dire qu'elles sont mélangées les unes aux autres pour rendre nos téléphones plus puissants. Or, le recyclage de ces ressources est compliqué, il faut désallier les métaux, c'est possible, mais ça coûte très cher, et pour des raisons de coût, en fait, on recycle peu ces matières premières aujourd'hui. Il faut savoir que les terres rares sont recyclées à environ 6 ou 7%, ce qui est très faible, et donc le reste est perdu, jeté, brûlé, et les impacts écologiques de l'extraction de ces ressources qui servent donc au numérique pourraient être mitigées si on recyclait systématiquement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La dynamique est bonne, on va vers un meilleur recyclage, mais vous voyez, on part de très loin, et donc de là à recycler ces ressources à 60, 70, 80, 90, 100% à courte échéance, ça me semble tout à fait illusoire. Donc voilà, pour cette présentation très rapide des impacts écologiques de ces terres rares et plus généralement de ces métaux rares qui interviennent dans nos téléphones portable, et je laisse la parole à Fabrice Flippo. Merci à vous.